Je voudrais que tu nous parles de la description de tes enquêtes dans les domaines de la musique, de la recherche musicale. Donc, je vais faire une petite comparaison entre, disons, par exemple, l'art plastique et de la musique. Si nous sommes exposés à une pièce de sculpture, par exemple, que ce soit contemporain ou non, nous avons une idée comment l'artiste aurait pu le faire. Donc, si je suis devant une sculpture de Michel-Ange, ben, je peux imaginer, il a pris un marteau, il a travaillé la pierre, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de ce travail physique avec le matériau. J'ai une sorte d'imagination comment l'artiste arrive à faire l'œuvre. Avec la musique, c'est complètement autre chose. La musique est toujours abstraite. Et pour les gens qui ne pratiquent pas la création musicale eux-mêmes, qui ne sont pas les compositeurs, pour eux, souvent, c'est un mystère comment le compositeur est arrivé à faire la musique. Et donc, je crois que pour le public intéressé mais non initié, il y a plus de mystère dans la perception, dans la réception de la musique. Et donc, les gens veulent que ce soit le génie de l'artiste. Donc, le public refuse un peu l'idée qu'il y a de la technologie impliquée, qu'il y a quelque chose de plus rationnel, qu'il y a des choses, des recettes ou des manières de travailler. Le public espère que tout vient de son inspiration, il prend les outils, son pinceau, il l'écrit et voilà. Alors, c'est pas comme ça. L'art est créé pas d'un seul jet. Bon, il y a quelques exemples, mais ce sont des exceptions. Mais moi, je pense plutôt à une sorte de cercle récursif. Donc, on commence avec une idée, on a des outils, on fait un premier pas et on obtient un résultat. Donc, si je veux écrire un poème, donc j'ai une idée de ce que je veux dire, je prends mon pinceau et une feuille de papier et j'écris quelque chose, je le lis. Donc il y a une sorte de passage direct de l'idée vers un premier résultat. Je regarde le résultat et je réfléchis. Et cette réflexion pointe vers la réalisation, mais aussi vers l'idée. Donc, est-ce que l'idée était correcte? Et bon, petit à petit, avec plein de répétitions de ce cercle, je corrige l'idée, je corrige la manière comment je le fais. Et ça, c'est exactement la même chose dans la composition de la musique. Donc, il faut commencer. On fait quelque chose, on compose quelques sons, on compose quelques mesures, on les voit, on les entend, on corrige. Ces premiers résultats vont emplir nos idées, va les mettre dans le contexte, etc. Donc, d'une idée assez vague, petit à petit, à travers du processus de le faire, il y a l'œuvre qui se crée en dialogue avec l'artiste. Donc, c'est jamais uniquement l'artiste comme Dieu qui va dire, voilà, comme ça doit être. C'est le dialogue entre l'artiste et l'œuvre. Alors, la science était toujours liée à la création musicale. Toujours. Donc, pensons à Bach. Donc, il a travaillé avec des scientifiques pour développer des nouveaux accords des instruments, en fait, donc avec Werkmeister, etc. Donc, c'est uniquement à travers de cette invention qu'il était capable de composer le piano bien accordé. Donc, ce lien entre les sciences et la musique est présent pendant tous les siècles qu'on peut penser. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on pousse ça un peu plus loin. Donc, on est avec les ordinateurs. Donc, l'ordinateur, pour nous, c'est déjà pas un instrument. Donc, il y a des gens qui acceptent encore qu'on compose avec un piano, avec un violon, avec une voix, parce que ça nous semble plus humain. Mais si on regarde ça un peu de distance, un piano n'est rien d'autre qu'une machine. C'est une machine qui a quelques tâches à faire, donc le piano va jamais sonner comme une flûte parce que c'est pas fait pour. Et c'est la même chose avec la composition utilisant les ordinateurs. On va utiliser l'ordinateur avec une tâche précise. Donc, bon, tout le travail là, c'est d'apprendre comment
manier et comment utiliser l'ordinateur d'une manière qui, pour moi, doit être liée au geste. Donc, moi, je ne suis pas un grand fan des musiques qui se créent à partir des algorithmes, où l'algorithme est plus important que le résultat. Les sciences sont aussi dans un univers parallèle avec les artistes. Il y a beaucoup de spéculation. Donc, on met une idée à la place et on essaie de le prouver. Bon, qu'est-ce que ça veut dire prouver quelque chose dans l'art? Ben, on met un projet en place et on essaye de se rapprocher. Donc, il y avait un entretien avec Karl-Heinz Stockhausen il y a des années où un compositeur musicologue le posait la question: quand est-ce que vous êtes sûr que la pièce est finie? Et je trouve ça une excellente approche pour décrire le processus de l'art. Et Stockhausen a répondu: j'ai un modèle de la pièce dans la tête qui, bien sûr, durant le processus de la travailler, se peut modifier. Mais quand l'œuvre que je suis en train d'écrire s'approche de plus en plus à ce modèle et qu'il y a de moins en moins de mouvement entre le modèle et l'œuvre, je la considère complète. C'est une idée de limite. Oui, exactement. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que une œuvre peut être complète aujourd'hui. Donc, il y a des compositeurs ou des artistes qui reviennent à ces œuvres pour les corriger. Moi, je ne les fais pas. Moi, je considère que ces œuvres que j'ai écrites il y a 20 ou il y en a que j'ai écrites il y a 30 ans, ils sont les témoins de mes expressions à ces moments-là, dans les circonstances dans lesquelles je l'ai créé. Mais est-ce que tu crois qu'il est possible de faire de la musique nouvelle avec la musique, avec l'intelligence artificielle, des musiques qui n'a jamais été faite, donc de la création? Oui, je crois que oui. Moi, je ne crois pas à l'utilisation de la technologie où on appuie un bouton et au bout de quelques minutes, il y a une pièce entière. Je vois l'utilisation de la technologie beaucoup plus comme une aide. Moi, je l'utilise pour chercher des qualités sonores dans des vastes archives sonores. Donc moi, j'ai comme beaucoup de compositeurs, j'ai une pratique d'enregistrement constant. Donc quand je voyage ou même ici dans mon studio, je prends des objets, je fais des séquences de jeux, etc. Donc je produis énormément de sons. Et avant d'avoir l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est à moi de les écouter, de définir, ça c'est un extrait qui m'intéresse, je vais le combiner avec celui-là, etc. Donc c'est une sorte de réécoute et sélection, nettoyage pour, à partir d'une longue séquence, revenir à un moment qui est plus spécifique de ce que je veux. Aujourd'hui, avec ces technologies, je peux faire des vastes quantités et après, je les demande quelque chose. Donc, donne-moi les sons qui sont non harmoniques et en même temps, ils sont à peu près dans cette zone de fréquence. Ils ne sont pas trop filtrés, ils sont avec des petites impulsions, etc. Donc, je peux donner presque comme des descripteurs verbales, en fait, décrire à l'ordinateur, à une sorte de base de données géante, les qualités que je veux. Et l'ordinateur me propose après, voilà, il y a les 3000 résultats. Bon, moi, dans ma pratique, je m'intéresse beaucoup à la polyphonie et pas seulement à la polyphonie des sons, mais aussi à la polyphonie des processus musicaux. Donc, ma musique souvent est composée de plein de couches et chaque couche a une polyphonie assez élaborée. Donc, avec cette technologie, soudainement, je peux utiliser les 3000 résultats, pas pour les mettre un après l'autre ou pour les écouter individuellement, mais je peux faire des masses sonores qui tous ont maintenant cette qualité. Donc, ce sont des technologies
qui sont pas tellement nouveaux. Donc, si on pense à l'Upic de Xenakis, en fait, où le geste de son pinceau avec cette tablette a guidé des processus de synthèse, ben, nous, on fait ça aujourd'hui avec des processus comparables, je dirais, où on applique une technologie de l'intelligence artificielle pour faire des choix, ou une autre pour faire une spatialisation dans un ensemble de, disons, 24 haute-parleurs, etc. Donc, je le vois dans ce sens-là. Donc, ce sont des aides qui peuvent, à moins dans mon cas, qui m'aident à faire des sélections des qualités musicales ou des qualités sonores dans des vastes enregistrements. Ce qui me prendrait, si je le ferais sans ces technologies, des heures et des heures, et je ne le ferais pas. Donc, ça m'ouvre des portes parce que je peux atteindre des complexités qui, pour moi, seraient difficiles à faire si je les fais tout à la main, 1 place 1 place 1 place 1. Donc, finalement, tu fais un choix. Hein, Je crois très fort au choix de l'artiste. à la Donc, responsabilité du choix. exactement. Et c'est pour ça aussi, en fait, Lazare, moi j'aime beaucoup Lazare, mais j'ai toujours travaillé avec Lazare entre deux bornes. Et je pense aussi Lazare n'est pas quelque chose, disons, je fais une petite parenthèse. Si on pense à la perception, on pourrait dire il y a deux extrêmes de la perception. L'un, c'est Lazare constant. Il y a quelque chose de nouveau tous les 2 secondes. Et à l'opposé, on a la répétition constante, toujours la même chose. Rien des deux est intéressant en soi. Mais on ne peut pas non plus trouver, ah voilà, bah, je vais à peu près à 65% entre les deux. Non, ce n'est pas intéressant non plus. Ce qu'il nous faut, c'est de basculer. Ça veut dire, ah oui, il y a des moments de renouvellement. Et après, on revient à quelque chose de plus stable, répétitif, reconnaissable, des variations, etc. Donc, c'est toujours, en fait, un peu cet espace entre tenir des références vers quelque chose, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et je crois, si l'artiste mène ça comme un champ mobile, un champ dynamique qui évolue dans le temps, c'est là où on va rester engagé. Et donc, pour moi, Lazare, souvent ou presque toujours, il est guidé par deux bornes. Donc, je peux mettre les bornes au même endroit, ça veut dire la même valeur, et donc il n'y a pas d'hasard. Et je peux l'ouvrir, et tout ça, ça peut progresser dans le temps. Et donc, moi, je ne choisis pas les fractions après le comma pour chaque paramètre, mais je donne une sorte des formes générales, comment ça doit évoluer dans le temps. Donc, ce dialogue entre une idée, la peur de ne pas y arriver, la pression de temps parce qu'il y a la création dans 2 mois, tout ça sont des forces extérieures qui nous guident aussi dans la création. C'est pas uniquement qu'on est dans sa petite, dans son petit espace avec tout le temps à la disposition et l'inspiration divine vient quand elle veut. Donc, on n'est pas en dehors de la vie et de la société. Avui voldria presentar-vos en Hans Tuschko, que és un compositor de música electroacústica que ha merescut diversos premis internacionals de composició, entre ells el Premi de Música Electroacústica i Art Sonor de Bourges, el CIMESP de São Paulo, el Hans Eisler també, el Premi Arts Electrònica de Linz, el Noruat, el Música Nova. També és premi de la ciutat de Weimar, de l'any 2005, d'on és originari, i més recentment va obtenir el primer premi del concurs Klang i també el concurs de la Confederació Internacional de Música Electroacústica. Ell, a més, ha estat docent a l'IRCAM a París ja fa un temps, també professor convidat Edgar Varèse a la Universitat Tècnica de Berlín, i des de l'any 2004, és a dir, ja fa uns quants anys, és professor de composició i director de l'Estudi de Música Electroacústica de la Universitat de Harvard.